Jeudi 8 novembre 2018, au sommaire de ce journal, la France, à travers l'AFD, met à disposition plus de 23 millions d'euros pour le financement du plan national de développement économique et social guinéen. L'accord de financement est déjà signé. 58% du centre directionnel de Koloma demeure encore libre 20 ans après le déguerpissement des occupants illégaux de ce domaine public. Seuls quelques chantiers sont visibles sur le terrain. Saint-Martin Fancinadouno sera dans ce journal pour son constat. Enfin, dans la rubrique En ce sens de ce soir, nous allons vous faire revivre l'histoire du pont du 8 novembre, appelé aujourd'hui pont Moussoudougu. Un pont, vous allez le voir, chargé d'histoires heureuses et malheureuses. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Situation sociopolitique. Le gouvernement guinéen appelle au calme et à la retenue. Un conseil interministériel extraordinaire s'est tenu cet après-midi sur le sujet. Je vous propose de suivre le compte-rendu de la rencontre avec le porte-parole du gouvernement. Aboubakar Silla est au micro de Mamadi Terna Kamisoko. Le gouvernement, sous la présidence du Premier ministre, chef de gouvernement, a tenu une session extraordinaire du Conseil interministériel ce jeudi 8 novembre 2018 avec un seul point inscrit à l'ordre du jour. La sécurité des citoyens et de leurs biens à un moment où le pays est confronté à des émeutes politiques récurrentes et de nombreuses tentatives de remise en cause de l'ordre public, de la paix et de la sécurité dans la cité. Le Conseil a été informé des échauffourées ayant opposé les forces de maintien d'ordre à des groupes de jeunes qui, sous le prétexte de l'appel à la journée ville morte lancée par l'opposition, se sont livrés à des actes de violence, d'agression de paisibles citoyens et de vandalisme dans la banlieue de Conakry. Fort malheureusement, les affrontements qui ont suivi ont causé d'importants dégâts matériels et provoqué la mort de 3 personnes, dont un policier, dans l'exercice de ses fonctions. Le Conseil a déploré et condamné fermement la mort d'innocents citoyens pendant toutes les manifestations et insisté pour que la vérité soit connue de tous à propos de ces drames à répétition et à interpeller la justice pour mettre fin à ce cycle funeste qui affecte la crédibilité de l'État et l'honneur de notre pays. Le Premier ministre, chef du gouvernement, a rappelé au Conseil les directives du chef de l'État relatives à la conciliation responsable des droits et des libertés reconnus aux citoyens avec l'impératif de préserver l'ordre public, la sécurité des personnes et de leurs biens sur toute l'étendue du territoire national. Le Conseil a rappelé que la vie des citoyens est sacrée, a unanimement condamné la violence sous toutes ses formes, d'où qu'elle vienne, ainsi qu'il a regretté les propos et actes de défiance à l'encontre de l'État, des institutions de la République, des forces de défense et de sécurité. Le gouvernement s'incline pieusement devant la mémoire de toutes les victimes civiles et militaires pendant les manifestations non autorisées et exhorte la justice à diligenter les enquêtes pour situer toutes les responsabilités dans la commission des crimes afin que toute personne qui en serait l'auteur ou le commanditaire, qui qu'elle soit punie conformément à la loi. À cet égard, le gouvernement a invité la justice à examiner avec célérité et détermination tous les dossiers en instance et à ouvrir et mener des enquêtes sérieuses pour toutes les affaires criminelles qui lui sont soumises. En attendant, au nom du chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, a exprimé la compassion et la solidarité du gouvernement de la République avec les familles des victimes et rassure l'opinion nationale et internationale que l'État sera à leur côté pour les assister dans cette épreuve et surtout veillera à ce que la lumière soit faite sur tous les drames, que justice soit rendue à tous pour que plus jamais ça en Guinée. Enfin, le gouvernement réitère son appel à la retenue et au calme à tous les acteurs et réaffirme toute sa disponibilité et sa volonté
à résoudre par le dialogue et la concertation tous les problèmes qui se posent à la nation. Le dialogue donne les conditions de confiance et de sérénité doivent être réunies avec le sens de la responsabilité et du patriotisme de chacun et de tous, et tout cela dans le respect de l'état de droit et des lois de la République. Je vous remercie. Les violences sur l'axe route Le Prince vont crescendo, une situation qui interpelle chaque Guinéen. Un agent de la police de la compagnie mobile d'intervention numéro 5 a été tué ce jeudi 8 novembre par les manifestants de l'opposition. Le corps de ce jeune policier a été transporté à la morgue de l'hôpital Ignace Dine. Reportage lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura de la presse militaire. Brigadier-chef Bakary Kamara, cet agent en service à la compagnie mobile d'intervention numéro 5 est la nouvelle victime de la manifestation de l'opposition. Il a été atrocement assassiné à Ouanindara par des manifestants alors qu'il était en plein exercice de sa mission, celle du maintien et du rétablissement de l'ordre public. Ce matin, c'est lui qui m'a appelé à 5h30 de ne pas passer par Sangoya, qu'il y a le feu allumé là-bas. Je dis d'accord. Mais en venant, j'ai trouvé que les policiers ont dispersé les gens qui étaient venus allumer le feu. Et moi, je suis venu au bureau. Moi, je suis resté au bureau vers 10h. On m'appelle que mon frère a été poignardé et que son état est grave. Automatiquement, j'ai enlevé la blouse, j'ai pris mon sac. Je suis venu au camp Samori. Et dès que je suis rentré, la femme qui m'a reçu n'a pas voulu me dire, elle m'a conduit sur leur chef. Et je rentre seulement, celui-ci me dit, est-ce que tu es courageux? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? On a transporté le corps de ton frère à la morgue. Depuis le début des manifestations, le service de santé des armées est à pied d'œuvre pour la prise en charge sanitaire des blessés. Entre hier et aujourd'hui, nous avons reçu un gendarme qui a eu une blessure au niveau de l'œil gauche. Actuellement, nous avons donné les premiers soins et nous l'avons référé à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen. Aujourd'hui, nous avons reçu un dépôt de corps. Un policier qui s'est retrouvé dans une position isolée et qui a été attaqué par les manifestants. Et nous avons fini finalement de déposer le corps au niveau de la morgue du Ignace Dine. Pour l'heure, policiers et gendarmes sont sur le terrain afin de ramener la quiétude dans la cité. À noter que 2 civils ont également perdu la vie au cours des violences hier dans le quartier Ouanindara, c'est en haute banlieue de Conakry. Sur ce plateau, nous recevons monsieur le procureur près le tribunal de première instance de Dixine, monsieur Sidi Souleymane Ndiaye, bonsoir. Bonsoir madame. Des enquêtes seraient engagées sur ces 3 meurtres précités? Oui. Communiqué, le procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine porte à la connaissance de l'opinion nationale et internationale que les événements violents survenus les 7 et 8 novembre 2018 dans le quartier de Ouanindara, à la suite de l'appel à la ville morte de l'opposition, ont entraîné la mort de Mamadou Bella Baldé, Mamadou Alimou Ba et du brigadier Bakary Kamara. Les corps des victimes ont été déposés au service de médecine légale de l'hôpital national Ignace Dine afin de déterminer les véritables causes du décès. Le procureur de la République a, sans attendre, requis l'ouverture d'une information judiciaire contre X pour meurtre et toutes les dispositions sont d'ores et déjà prises pour l'aboutissement des enquêtes. En cette circonstance, le procureur de la République tient à exprimer sa profonde affliction. Fait au parquet de Dixine le 8 novembre 2018.
C'était donc M. Sidi Souleymane Ndiaye, procureur près le tribunal de première instance de Dixine. On poursuit ce journal, la réforme du secteur de sécurité de l'État. L'Union européenne vient de procéder à la remise de la cartographie sécuritaire de notre pays. L'action s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de la couverture sécuritaire de la Guinée. Mariam Camara, Bernard Tonguino. Depuis février 2015, la Guinée bénéficie de l'appui de l'Union européenne pour la mise en œuvre de la politique de réforme du secteur de sécurité. Une cartographie du dispositif sécuritaire du pays est le premier produit qui résulte de ces partenariats. Le document est remis au service de sécurité au cours de cette cérémonie. L'Union européenne est disposée à accompagner la Guinée dans cet exercice avec les experts de notre programme, avec la catégorie des effectifs mais aussi du matériel, est très important pour amener à une réflexion interne pour un possible redéploiement des effectifs et des moyens pour améliorer la couverture territoriale. Pour que les policiers et les gendarmes soient déployés sur l'ensemble des pays. Cette cartographie vient renforcer les capacités opérationnelles des acteurs, mais aussi des institutions qui interviennent dans le domaine de la sécurité. La cartographie sécuritaire qui vient d'être remise aujourd'hui est le fruit d'une coopération élargie et fructueuse et féconde entre l'Union européenne et la partie guinéenne. Toutes nos félicitations s'adressent aux experts qui ont permis d'aboutir à ce résultat. Le document qui nous a été remis sera utilisé à bon escient, j'en suis sûr. C'est une occasion pour moi de remercier une fois de plus l'Union européenne qui, en plus des infrastructures réalisées en faveur des unités de gendarmerie à l'intérieur du pays, vient de procéder à la remise de la cartographie qui va permettre à la gendarmerie nationale d'avoir une vision nette des sites d'implantation des unités sur l'ensemble du territoire national. Après la réalisation de la cartographie sécuritaire du pays, de nouvelles actions sont annoncées, notamment le volet institutionnel de la réforme, le tout pour un coût de 7,2 millions d'euros financé par l'Union européenne. On enchaîne avec ce communiqué du ministère de la Défense nationale. Le chef d'état-major général des armées constate avec regret l'attitude de certains correspondants de presse faisant des déclarations dénuées de tout fondement qui soient des allégations tendant à ternir l'image des forces de défense et de sécurité. Le chef d'état-major général des armées tient à rappeler qu'en vertu de la loi réservant le maintien de l'ordre public, de la sécurité des citoyens et de leurs biens aux forces de police et de gendarmerie, les forces armées, quant à elles, ont pour mission de défendre l'intégrité territoriale, de protéger les institutions républicaines, de sauvegarder l'honneur et l'indépendance de la patrie. À ce titre, l'armée n'est pas responsable du maintien de l'ordre public. Le chef d'état-major général des armées déplore et condamne fermement cette attitude irresponsable de ses correspondants de presse qui est incompatible avec le sens de l'honneur, le respect de la déontologie et de la dignité professionnelle. Si l'État militaire exige en toutes circonstances discipline, loyauté, neutralité et esprit de sacrifice, les devoirs qu'il comporte et les suggestions qu'il implique méritent considération, respect et reconnaissance de tous les citoyens. L'armée, engagée dans une profonde mutation par les réformes entreprises en son sein, entend poursuivre sa mission avec fermeté en restant républicaine, apolitique et soumise à l'autorité civile légalement établie comme le prévoit l'article 141 de la Constitution afin de répondre aux exigences d'un État de droit. C'est pourquoi le chef d'état-major général des armées condamne l'attitude de tous ceux ou toutes celles qui se livrent
à des déclarations à caractère subversif, tendant à ternir l'image de l'institution militaire qui se veut républicaine. Le chef d'état-major général des armées invite les médias à agir avec professionnalisme dans le strict respect de la déontologie, dans la recherche, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information en toute objectivité. À cet effet, la direction de l'information et des relations publiques des armées et le porte-parole des forces armées guinéennes sont à la disposition des médias pour toute fin de communication. Conakry, le 8 novembre 2018, signé le chef d'état-major général des armées, général de corps d'armée Namori Traoré. Ouverture à Conakry d'une rencontre de haut niveau sur la nutrition. Au centre de cette réunion, le renforcement de la coordination dans la lutte contre la malnutrition. C'est le Premier ministre chef du gouvernement qui a présidé la cérémonie en présence de la Première Dame de la République, Adi Kamara. La meilleure qualité de la nutrition est indispensable pour la croissance de l'homme. Alors, il est aussi essentiel d'équilibrer sa nourriture pour garantir la santé. Pour améliorer donc cette tendance, une réunion s'est tenue à Conakry. C'est une réunion axée sur le renforcement de la nutrition à travers le pays. L'initiative est du gouvernement et de l'UNICEF. L'objectif est de sensibiliser les décideurs, les bailleurs de fonds et autres acteurs du secteur afin de trouver des mécanismes susceptibles d'améliorer la nutrition en Guinée. Les études réalisées en Guinée entre 2015 et 2016 ont montré que la situation nutritionnelle reste précaire en dépit d'une augmentation de la production agricole. Quant à la malnutrition chronique, qui se manifeste par un retard de croissance, la même enquête a révélé que 32,4% des enfants de 0 à 59 mois, soit plus de 700 000 enfants, souffrent de ce fléau. Ce qui a pour conséquence une baisse de potentialité de ces enfants avec un retentissement sur les résultats scolaires et une baisse de productivité à l'âge adulte en raison de l'impact de la malnutrition sur le développement du cerveau, conduisant par conséquent à une baisse du quotient intellectuel de plus de 13 points et qui a toutes les chances de rester irréversible. En Guinée, ce sont des enfants, des femmes enceintes et des adolescents qui sont exposés à ce phénomène. Là-dessus, le système des Nations Unies entend œuvrer pour réduire la malnutrition, surtout dans les pays en voie de développement. Je crois bien que disons, la première dame de la République, qui est la championne en termes de nutrition, et le ministre du secteur privé et public, le ministre des Finances et les autres départements ministériels, bien sûr, nous travaillons d'arrache-pied parce qu'ils ont déjà cette volonté à vouloir travailler pour pouvoir alors améliorer les conditions de nutrition ici en Guinée, et cela pourrait alors conduire ou aboutir, n'est-ce pas, à un développement économique. Alors, pour offrir une nutrition de qualité aux différentes couches vulnérables en Guinée, le gouvernement Kassouri est déterminé à créer des conditions et des stratégies sectorielles visant à faciliter l'accès aux soins de santé. La Guinée, notre pays, est affectée par les différentes formes de malnutrition telles qu'indiquent les forts taux de sous-alimentation, d'obésité et de carence en micronutriments. Près de la moitié des décès des enfants de moins de 5 ans est imputable à la malnutrition. Plus d'un enfant sur 10 souffre de maigreur ou de malnutrition aiguë. Les formes sévères touchent 3 à 4% des enfants. Un enfant sur 3 est atteint par un retard de croissance en taille, habituellement appelée malnutrition chronique. Il est essentiel de renverser cette tendance négative et à cet égard, un investissement plus important dans la nutrition peut sauver des vies, produire des effets bénéfiques considérables en termes de santé et de capital humain et stimuler le produit intérieur brut du pays. L'insécurité nutritionnelle est une affaire de tous.
C'est pourquoi toutes les parties prenantes entendent agir et à temps en vue de réduire le taux de mortalité infantile causé par la malnutrition aiguë. Je disais dans les titres, près de 24 millions d'euros, c'est le montant que met la France à la disposition de la Guinée à travers l'AFD, l'Agence française de développement. L'enveloppe doit aider le gouvernement guinéen à financer son plan national de développement économique et social. Amadou Touré. Pour accompagner le gouvernement guinéen dans la mise en œuvre de son plan national de développement économique et social, PNDS, la France, à travers l'AFD, Agence française de développement, accorde un prêt substantiel de 23,5 millions d'euros à la Guinée. Cette enveloppe servira à financer des projets d'appui dans les domaines de la pêche, de l'agriculture et de la maîtrise de la dette intérieure. Ces signatures sont pour nous le symbole de 3 engagements forts pour la France et notre agence l'incarne pleinement dans, d'une part, le déploiement des programmes en appui des piliers du PNDES. Je citerai la promotion d'une bonne gouvernance au service du développement durable au travers d'une part l'aide budgétaire visant à désintéresser les créances des TPE-PME et d'autre part en finançant le programme d'appui à la statistique agricole. La transformation économique durable et inclusive en soutenant les secteurs de l'agriculture et de la pêche, en l'espèce l'appui à la filière pisciculture. Le PNDES constitue la véritable feuille de route du développement du pays et devrait être aujourd'hui au cœur de nos préoccupations et mobiliser toutes les administrations guinéennes concernées afin d'assurer sa réussite totale. Un montant de 5 millions d'euros, il s'agit d'une aide budgétaire qui donc sera affectée sous forme de subvention à l'appurement progressif des 110 millions d'euros de dettes intérieures, ciblant en priorité les impayés et arriérés de l'État envers le secteur privé, les établissements publics et organismes de sécurité sociale et les collectivités locales. Elle devrait à terme permettre, outre le désendettement de l'État, l'apport de liquidités au secteur privé et donc le rétablissement de la confiance progressivement entre l'État et ses fournisseurs. D'autres secteurs non les moindres sont aussi visés par cet accord de financement. Il s'agit notamment des questions climatiques et environnementales et l'amélioration des conditions de vie des populations rurales. Permettez-moi, au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, et du gouvernement, d'adresser nos sincères remerciements à l'endroit de la France à travers son gouvernement pour son aide publique au développement portée essentiellement par l'Agence française de développement. Votre action conforte le dynamisme de notre économie dans toutes ses composantes. Avec cet accord de financement, la Guinée entend améliorer qualitativement les conditions de vie des populations défavorisées. Sur un autre plan, après la tenue des 47e assises de la presse francophone en Arménie axée sur les médias et la migration, la délégation guinéenne de retour au pays partage avec la presse nationale les grands enseignements de ce rendez-vous international des professionnels de l'information. C'était à la maison de la presse de Koleya en présence du ministre Amara Somparé de la communication. Compte rendu, Mamadi Terna Kamisoko. L'immigration clandestine, un voyage à issue incertaine au cœur des 47e assises de la presse francophone tenues le mois dernier à Erevan en Arménie sous le thème médias et migration. Un rendez-vous international qui a interpellé les professionnels de l'information à s'intéresser à ce fléau. À Conakry, la branche guinéenne de l'Union de la presse francophone expose devant les médias locaux sur les enseignements tirés des travaux d'Erevan. La Guinée est un pays de départ où il y a eu beaucoup de jeunes qui sont partis à l'étranger. Et nous voyons chaque année ce que l'OIM fait pour le retour des jeunes Guinéens. Et nous, hommes de médias, il faut comprendre que nous devons jouer un rôle. C'est de sensibiliser, amener ces jeunes Guinéens à pouvoir croire à l'avenir ici en Guinée. Pour gagner le pari, la spécialisation de certains journalistes aux questions migratoires est un passage obligé.
C'est pourquoi l'UPF Guinée va bientôt initier un programme de formation à l'intention des médias guinéens. Une démarche à laquelle adhère le ministre de la Communication et de l'Information. Tout d'abord, féliciter l'UPF pour le travail énorme qui est là-bas dans le cadre de la formation des journalistes et ensuite lui apporter un appui et un soutien pour la sensibilisation des journalistes dans le cadre de la lutte contre la migration clandestine. Il faut connaître le phénomène, donc vous, en tant que journaliste, pouvez conduire des enquêtes, mener des investigations pour comprendre la complexité du phénomène et une fois que le phénomène sera bien compris, nous pourrons apporter des solutions de sensibilisation qui pourront s'adapter à chaque cas parce que les cas sont très différents. L'un des moments forts de ces travaux de restitution est la remise de cartes professionnelles UPF aux nouveaux adhérents. Un précieux sésame qui offre certains privilèges aux détenteurs dans l'espace médiatique francophone. L'étude sur les 2 barrages devant être construits dans les préfectures de Fria et Mamou vient d'être présentée ici à Conakry. Les sites sont déjà identifiés et l'enveloppe financière s'élève à plus de 700 millions de dollars. Le royaume du Bahreïn en est le promoteur en étroite collaboration avec le gouvernement guinéen. Mohamed Trois Camara, Nabi Camara. En Guinée, la résorption du déficit énergétique dans les zones rurales, périurbaines et urbaines fait du chemin. Les spécialistes se retrouvent à Conakry pour la présentation des études de faisabilité des sites hydroélectriques de Lafou et de Felou. 2 nouvelles infrastructures énergétiques qui seront respectivement réalisées dans les préfectures de Mamon et de Fria. Pendant ce temps, l'expertise de la société Lamar Holding Engineering est vivement sollicitée. Un travail qui prend en compte également les études d'impact environnemental. Le groupe Lamar Holding a la détermination et la volonté de réaliser ces 2 projets, en espérant que les 2 parties, le gouvernement guinéen et Lamar, trouveront un accord dans les négociations à temps utiles pour la signature de la convention finale. Les informations qui sont parvenues du groupe Lamar indiquent que le financement est déjà bouclé et que les négociations doivent être poussées jusqu'à la fin avec les autorités guinéennes en espérant qu'il y aura un accord définitif pour la signature de la convention. Ce projet de mise en valeur de Lafou et de Felou initié par le gouvernement s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé. Cette volonté politique est concrétisée depuis le 13 novembre 2017 avec la signature d'un protocole d'accord entre le ministère de l'Énergie et la société Lamar Holding Engineering. Aujourd'hui, la partie guinéenne se réjouit de l'engagement des partenaires. Présentement, nous sommes dans une logique de marché de l'énergie de la CEDEAO. Il faille bien en ce moment que l'énergie qui sera produite dans ces 2 sites soit concurrentielle. Parce que vous avez le gaz dans beaucoup de pays et vous avez le solaire qui est avec tout le monde. Donc nous souhaitons que les études déterminent un coût à l'avantage des 2 parties, c'est-à-dire du promoteur et de l'État guinéen. Ces projets hydroélectriques de Lafou et de Felou dans les préfectures de Mamou et de Fria va produire plus de 120 MW d'énergie, des capacités supplémentaires dans la desserte du courant électrique dans le pays. Le coût du projet est estimé à plus de 700 millions de dollars et les travaux vont durer 3 ans. Deuxième titre de ce journal, le centre directionnel de Koloma n'est toujours pas mis en valeur comme envisagé en 1998 et pourtant ce domaine public avait été débarrassé des occupants illégaux pour abriter les départements ministériels, des ambassades et quelques institutions. À ce jour, seuls les chantiers des 2 tours jumelles Weli Kakimbo de 27 étages chacune et le siège de l'ARPT sont visibles sur le terrain. Suivez ce reportage constat de Saint-Martin Fancinadouno. Le site d'Équipé, reconnu sous le nom de Capororail, s'étend sur 267,5 hectares. Le schéma directeur de la ville de Conakry a classé la zone centre directionnel de Koloma depuis 1998. 10 ans plus tard, face à l'envahissement de la bande comprise entre Bambeto, Kaporo et Kakimbo, l'État a mené une campagne de déguerpissement sur 58% de l'espace illégalement occupé. Les domaines récupérés ont été attribués aux ministères et institutions pour la construction de leurs sièges, ainsi
ainsi qu'à certains promoteurs privés. À ce jour, le rythme de viabilisation s'accélère avec la construction de ces 2 tours jumelles de 27 étages chacune. Le complexe immobilier Weli Kakimbo surplombe la ville de Conakry. Le chantier est immense. L'idée est venue du président de la République de trouver des logements décents pour les Guinéens et les étrangers qui viennent en Guinée. Donc nous avons des logements de haut standing ici. Donc c'est un projet de résidence des logements de haut standing. Plus de 300 ouvriers guinéens travaillent ici avec les techniciens chinois. Le transfert de compétences est remarquable chez la main-d'œuvre locale. Nos avantages ici, à part ce qu'on gagne pour la famille, on apprend aussi le métier avec les Chinois. Parce que nous, on a appris ici l'électricité et on a vu qu'avec les Chinois, c'est une grande différence. Et ce qu'on a appris ici comme expérience, c'est trop. Et ça nous a permis encore de connaître d'autres matériels qu'on n'avait pas vus à l'école ni à la formation ici. Le carrelage, là, vraiment, en Guinée ici, c'est le carrelage nouveau ici. C'est le nouveau, ça, vraiment, c'est les Chinois qui nous ont appris à faire le travail pareil là ici. On n'a jamais fait ça ici d'abord. Vraiment ça, nous sommes vraiment compétents maintenant à faire ça. Même si ce n'est pas ici maintenant, on peut faire le travail pareil là maintenant. L'autre grand chantier en cours au centre directionnel de Coloma est la construction du siège de l'ARPT, l'autorité de régulation des postes et télécoms. Un immeuble futuriste de 13 niveaux exécuté par le groupe Socite. Adduction d'eau, câblage électrique sont les urgences du moment. Non loin de ce site, le prochain siège du ministère des Affaires étrangères. L'édifice est en construction. Avec ses piliers et planchers métalliques, des travaux spécifiques sont en cours sur le bâtiment. Aussi, en construction sur le plateau du centre directionnel de Coloma, l'ambassade d'Arabie Saoudite. La fondation est déjà terminée. Malgré ces quelques chantiers, la viabilisation totale du site libéré il y a des années a du mal à s'emballer. En 2016, pourtant, l'aménagement du centre directionnel avait été confié à 3 entreprises locales réunies au sein du consortium 3GB. Il s'agit de Belco EGEC, Guiter et Gigopress. Celle-ci avait lancé officiellement les travaux en présence du chef de l'État. Jusqu'ici, ce consortium est invisible sur le terrain. À quand la mise en valeur effective de cette réserve foncière de l'État? C'est la grande question du moment. Éducation à présent, les échos qui nous parviennent de Mandiana sont plutôt bons. Selon notre correspondant sur le terrain, les cours se déroulent normalement dans toutes les écoles de la préfecture et ce depuis l'ouverture des classes. Les motivations des enseignants sont simples, le patriotisme et le souci de l'avenir des enfants guinéens. Fodé Bangali Fofana. Nous sommes à Mandiana, au lycée Pati Diallo. C'est l'heure de la récréation, les élèves sont dans la cour pour cette pause de 10 minutes. Ici à Mandiana, les professeurs dans ces établissements scolaires, motivés par un esprit patriotique, un esprit civique, font que depuis l'ouverture des écoles le 3 octobre 2018, les cours se déroulent normalement et n'ont jamais connu d'arrêt. Dans une des classes de terminale sciences expérimentales, ces élèves ont au programme les cours de philosophie. Ici, tout se passe bien, presque nous avons fait les premiers chapitres dans certaines classes. Et aussi, la présence massive de ces élèves s'explique quelque part par le fait qu'il y a eu une large sensibilisation des parents. Les élèves eux-mêmes sont aussi soucieux de leur avenir et ils ont écouté les appels des parents et de l'encadrement scolaire. Surtout, ils ont conscience que les professeurs qui les enseignent viennent à l'école. Alors si les professeurs viennent à l'école, l'élève n'a pas de raison de ne pas venir à l'école. Il s'agit de faire une prise de conscience parce que nous sommes dans un état où c'est la redevabilité. Nous avons bénéficié de ces cours d'autres enseignants et c'est de notre devoir moral de donner le cours à nos jeunes frères et aussi c'est eux l'avenir de ce pays, de cette nation. Donc si nous hypothéquons leur avenir, ce n'est pas à eux, mais c'est nous qui serons les responsables. Voilà pourquoi cette probité morale nous pousse à venir à l'école. Bien que certains professeurs ont accusé un retard, mais au jour d'aujourd'hui, le personnel est au grand complet et les cours évoluent normalement.
Et nous lançons un appel solennel à tous les autres établissements, à toutes les autres écoles de la République, de faire comme le lycée Pathé Diallo de Mandiana. Parce que depuis l'ouverture du 3 octobre 2018, jusqu'à nos jours, le 5 novembre 2018, les cours évoluent 5 sur 5 au lycée Pathé Diallo. Ce collège franco-arabe de Mandiana fait partie des établissements scolaires les plus convoités dans la cité du Vieux Mandian. À l'école primaire Elhadj Fadima Keïta, la vivacité et la rigueur dans la formation des enfants est une règle d'or. Les cours dans les classes sont bien dirigés par les maîtres et les maîtresses. Bien, qui peut passer encore au tableau? Avec un effectif de 624 élèves, dont 280 filles, encadrés par 10 enseignants pour 10 groupes pédagogiques. Depuis l'ouverture du 3 octobre jusqu'à aujourd'hui, les enseignants sont présents ainsi que les élèves. Et j'invite tout le monde à faire comme nous, pour le bonheur des enfants. Le directeur préfectoral de l'éducation de Mandiana a réussi à maintenir les enseignants et élèves dans les classes sans casser des œufs. De l'ouverture, c'est-à-dire le 3 octobre jusqu'à maintenant, les cours sont en train de se dérouler normalement dans la préfecture de Mandiana. Je pense que nous ne sommes pas en train de donner un bon exemple, une bonne éducation à nos enfants. Par ces grèves répétées, on est en train de les éduquer à la culture de la violence. Je ne pense pas que cela soit une bonne chose. Nous devons faire en sorte que nos prises de position soient modérées. Ça, c'est mon sentiment à moi. Et nous devons contribuer à développer la culture du civisme chez nos enfants. Mais si c'est nous qui tapons toujours la poitrine pour les revendications sur les formes que nous connaissons, moi je pense que ce n'est pas une très bonne chose. C'est pourquoi je voudrais inviter tous les enseignants de Guinée à reconsidérer cette façon de faire. Je félicite les enseignants de Mandiana très particulièrement pour leur prise de conscience. Ils ont compris qu'il faut privilégier l'avenir des enfants, ses propres intérêts. C'est tout le secret. Je n'ai pas autre secret que l'échange avec les enseignants de façon continue, à telle sorte qu'aujourd'hui, nous soufflons tous dans la même trompette. Notre rôle, c'est de donner la paix au système, c'est de donner la paix à la Guinée, c'est de donner la paix à nos enfants. Et puis ce communiqué du gouverneur de la capitale qui vient de nous parvenir, le gouverneur de la ville de Conakry, président du conseil de ville, informe les secrétaires généraux des 5 communes de la ville de Conakry qu'une importante réunion de travail se tiendra à leur intention le vendredi 9 novembre 2018 à 10 h dans la salle des conférences du gouvernorat de la ville de Conakry. Sont invités à prendre part à cette importante rencontre les présidents des conseils de quartier, l'Union des transporteurs, le syndicat des transporteurs et de mécanique générale, des syndicats des taxis-motos des 5 communes, la direction régionale de la police, le commandement régional de la gendarmerie. Les secrétaires généraux des communes sont invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la présence effective des structures concernées. Conakry, le 8 novembre 2018, signé général de brigade Mathurin Bangoura. Nous sommes jeudi 8 novembre 2018 et dans la rubrique En 60 de ce soir, nous vous amenons à la découverte de l'histoire de l'un des tout premiers ouvrages de franchissement de la Guinée indépendante. Il s'agit du pont de Moussouddougou à la rentrée de Kaloum. Beaucoup l'ont connu sous l'appellation pont 8 novembre sur l'autoroute Fidel Castro-Ruse. Ce monument porte le nom de la célèbre loi cadre votée le 8 novembre 1964 sous la première République. Plus qu'un monument, c'est un pont chargé d'histoire, des histoires plaisantes à certains moments, mais douloureuses à d'autres. C'est le grand format du soir, signé Abdul Karim Kamara. Il fait partie des premiers étudiants en génie civil formés en Guinée dans les années 60. Faya Koundouno a présenté son thème de mémoire dans cet amphithéâtre de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, à l'époque Institut Polytechnique.
Parmi ses professeurs, il se souvient d'un certain Oumar Baldé. Ce dernier est mandaté en 1963 par l'État guinéen auprès d'une entreprise étrangère pour la construction du pont du 8 novembre haut de 3,50 m. Une des infrastructures réalisées au cours du premier plan quinquennal de la Guinée. Ce projet a été réalisé avec une entreprise soviétique de l'époque, avec la participation des ingénieurs guinéens qui ont été les maîtres d'œuvre de la réalisation du pont du 8 novembre. Le principal a été Baldé Oumar, qui était un éminent ingénieur des ponts et chaussées, a été délégué par le ministre. Voilà que moi, il fut mon professeur de mécanique des sols. Il fut délégué pour venir représenter l'État guinéen, représenter le ministère des Travaux publics au niveau de l'entreprise qui a réalisé l'œuvre. Le pont porte le nom de la célèbre loi cadre votée le 8 novembre 1964 par le Conseil national de la Révolution. Cette loi détermine l'option socialiste de l'économie guinéenne à cette période. À la rentrée de Kaloum, sur l'autoroute Fidel Castro Rouge, un point stratégique pour cerner un pan de l'histoire de la Guinée. C'est un point de mire. Quand vous êtes là, vous avez l'opportunité de lancer votre regard et à droite et à gauche, derrière, devant, pour voir assez de choses, assez de symboles, disons le cinéma 8 novembre, le palais du peuple, l'ENAM qui fait la fierté de la Guinée à mon avis depuis les années 60, parce qu'il y a eu beaucoup de cadres guinéens, de hauts cadres qui sont sortis de là. Et quand vous retournez vers la haute banlieue, vous voyez les minéraux, vous imaginez qu'il y a là l'hôpital Donka, vous avez là le Camboiro, vous avez le cimetière de Cameroun et vous avez l'hôtel Cameroun. Ce sont des symboles de l'État qui sont assez forts à mon avis et qui constituent un pan important de l'histoire de Conakry et par-delà l'histoire de toute la Guinée. Mais au-delà de son rôle de lien entre la presqu'île de Kaloum et le reste de la ville de Conakry, ce pont est témoin d'événements à grande portée historique. Aujourd'hui, il est un lieu de mémoire pour certains, après les événements enregistrés suite à l'agression de novembre 1970. Ces gens n'ont pas été jugés. Ils n'ont pas été du tout jugés pour pouvoir déterminer, oui, ils sont coupables ou ils ne sont pas coupables, ou ce qu'ils ont fait, c'était pas bon, ou ce qu'ils ont fait, c'était bon. Ils n'ont pas été jugés et trouvés coupables de quoi que ce soit. Donc pour nous, c'est des innocents qu'on n'a pas dû. Le gouvernement guinéen a érigé l'Assemblée nationale en Guinée ici en tribunal populaire suprême. Et tous ces prisonniers-là ont été autorisés par ceci, y compris les diplomates qui étaient là. À ce que je sache, est très très bien. Ils ont été interrogés par ces organisations internationales là, plus l'Assemblée nationale d'ici, invitée par la Guinée. Et l'ordre a été donné au gouvernement de les sanctionner sévèrement. Sous un regard désabusé mais attentif, le monument est aussi témoin de la répression du soulèvement populaire de 2007. Un fait d'histoire qui a contribué à influencer certaines grandes décisions politiques du pays. Les gens sont sortis, ils ont exprimé leur volonté et pour une raison ou pour une autre, les décideurs au plus haut niveau ont compris qu'il fallait les écouter, ils les ont écoutés et il y a eu franchement un nouveau départ dans la vie politico-idéologique dans ce pays. Mais au fil des décennies, ce point et l'infrastructure qu'il porte deviennent une relique du passé pour les Guinéens. Le vent de la modernité souffle. Le 11 mars 2012, le monument est démoli 49 ans après sa construction. Il cède sa place à ce Tessangeur. Pour en arriver là, des années de mobilisation ont été nécessaires afin de tourner une page sombre du passé. En guise de souvenir, certaines familles vont garder les gravats du pont original.
Il ne faut pas scinder l'histoire. Une histoire, c'est pour tout un pays, ce n'est pas une partie du pays. Même si c'est dans les manuels, on parle de la Guinée. On ne parle pas de la Haute-Guinée ou du Fouta ou de la Guinée forestière. On parle de la Guinée. Quand il y a eu des exactions, on parle de la Guinée à l'extérieur. On ne parlera pas les victimes du Kambaro, mais on parle du pays, donc la Guinée. Et ça, c'est une histoire à nous tous. Ceux qui ont fait cette modernisation-là, moi je les approuve. C'est très bien. C'est très bien. Moi je les approuve. C'est le sens de l'histoire. Hier, aujourd'hui et demain plus que jamais, l'histoire de ce pont vise la mémoire collective. Plusieurs événements de l'histoire contemporaine de la Guinée restent attachés à ce pont. Sur la route infinie de l'histoire, les Guinéens useront de la symbolique de ce pont pour s'unir et traverser des âges sur des roues qui ne crèvent jamais. Dernier virage de ce journal, la fidélité récompensée à la société Satina Guinée. L'entreprise offre des cadeaux pour récompenser ses plus fidèles clients. Une moto Happy, une bourse scolaire, un iPad, un iPhone et plusieurs autres objets de valeur pour dire merci aux fidèles consommateurs des produits Biscrème. C'est un publi-reportage que signent nos reporters Mounir Bari et Algassi Mouba. C'est un geste d'encouragement qui vise à créer l'émulation entre les consommateurs de produits Biscrème de la société Satina Guinée. Pour cette deuxième expérience, elle a offert une moto Happy, un iPad, un iPhone et une bourse scolaire d'une valeur de 4 millions de francs guinéens. Je pense que c'est un bon geste de la part de la société pour vraiment encourager la jeunesse à aller à l'école parce que l'éducation est primordiale. Et l'heureux gagnante de la moto, la très chanceuse. Donc on va procéder au même tirage encore, les mêmes lots qui vont être gagnés très prochainement. Effectivement, parce que c'est la société Satina Guinée qui a organisé ces jeux de tombola. Depuis le 20 juin 2018, ils ont lancé. Les critères ont été respectés, parce qu'en ce sens que chaque participant, chaque parieur a mis 2 sachets vides dans une enveloppe sur laquelle ils ont mis le contact et leur nom. Et puis les enveloppes ont été rassemblées et ça a été tiré au sort. L'enjeu de cette initiative est d'améliorer les activités économiques des meilleurs clients et consommateurs de produits de la société Satina Guinée créés par des fils du pays. Nous sommes très contents, nous remercions la société Satina Guinée, nous apprécions ces cadeaux et nous exhortons les autres à participer à la tombola, car Satina Guinée est avec ses fidèles clients. J'étais très ravi qu'on m'a appelé, que j'ai gagné un iPhone. J'encourage tout le monde de jouer à ce tombola. Je lance un appel que tout le monde va ici tenter de jouer à ce tombola-là. Cette deuxième édition a connu la participation de plusieurs consommateurs de produits Biscrème à Conakry et à l'intérieur du pays. La société Satina est présente en Guinée et dans la sous-région depuis 2012. Fini ce journal, merci de votre bien aimable attention. Je vous dis à demain à la même heure et sur la même chaîne, la RTG Coloma. Bonsoir chez vous.